Hello les amis du Baobab, bienvenue sur Palabre 3.0, l'émission sous le Baobab. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir un invité de marque avec nous. Je me vais rejoindre Lamal. Hello Lamal, comment tu vas? Ça va très bien. Merci Lamal d'avoir accepté notre invitation. C'est moi Cette invitation vient de loin. Merci d'être notre premier invité sous le Baobab en mode podcast. Je suis super honoré de t'avoir. Bah, ça fait plaisir, tu sais. Je le dis souvent quand on me sollicite, en tout cas. Ça me fait plaisir. Et merci à toi de m'inviter dans cette première émission. Super Lamal. Alors Lamal, comme j'ai rappelé au début, tu es un entrepreneur, tu es un chroniqueur, tu es animateur de radio à succès. Aujourd'hui, qui je reçois? L'entrepreneur, le chroniqueur, l'animateur de radio. Aujourd'hui, tu reçois les trois en même temps. Les trois en même temps. Et l'homme aussi, les quatre en même temps, on va dire. Ok. Ben, Lamal, c'est vrai qu'on te connaît sous le pseudo de Lamal. Et quel est ton vrai prénom? Tu sais ça, tu le sauras parce que... Non, c'est important, c'est pas mal. C'est une bonne question. Mais tu le sauras dans la série. La série? Dans ma série qui va sortir. Donc le teaser. La série Self-Made. Je dis mon vrai prénom. Super. Mon vrai prénom, en tout cas, c'est pas Lamal. C'est pas Lamal, ok. Ouais. Pas Lamal, si tu peux en faire un peu un flashback sur ton enfance jusqu'à ton parcours ici. Assez rapidement, on va remonter, remonter dans le temps pour savoir qui tu es, l'homme que tu es devenu aujourd'hui. Alors Lamal, tu es né en 86, si je ne me trompe pas, c'est ça? Exactement. Et tu as grandi à Creil, dans le 60. Ouais. Plus on ou va moins dire ça comme ça. J'ai grandi à l'Aïle les Roses, mais j'étais en famille d'accueil dans le 60 à Creil, exactement. Et du coup, Lamal, dans ton parcours, c'est vrai qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu rêvais de faire comme métier plus jeune. Quand tu étais plus jeune, c'était quoi? Franchement, le problème, c'est que quand j'étais jeune, je n'avais pas de métier précis dans ma tête. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'ai jamais travaillé de ma vie. D'accord. J'ai toujours été dans des choses pas très bien. Ah, on va en parler. On va parler de tout ça. Et donc, tu n'avais pas de... Non, franchement... Quand plus jeune, tu dois faire policier, pompier, médecin... Juste, j'avais un seul truc dans ma tête, c'est que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. D'accord. Ton propre chef. Mon propre patron. Self-made, on y est. Et c'est vrai que dans ta jeunesse, au quartier, j'ai pu lire que tu avais un jeu avec tes potes. C'était de lancer des cailloux sur la police et qu'après tu te cachais pour c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Bah, d'où mon surnom Lamal en fait. C'est ça. Ouais, on était jeunes et un peu fougueux, on va dire, et bêtes. Hein. J'ai pas honte de le dire, c'est vrai. Mais c'était marrant en vrai, c'est qu'à chaque fois que la police passait dans notre quartier, sur la rue Sainte-Colombe plus précisément, bah, on se cachait derrière les buissons et on jetait des cailloux sur la police. Et un jour, ils nous ont tendu une embuscade. Et ils nous ont tous couru après. Moi, j'ai réussi à m'échapper. Et tous mes amis sont retrouvés au commissariat. Et ils étaient à peu près 14 au commissariat. Ils se regardent, ils se disent, mais il est où? Ah, il s'est fait la malle. D'accord. Et quand ils sont rentrés au quartier, de là, ils ont dit, ah, Lamal, on va t'appeler comme ça maintenant, Lamal. Et c'est resté. Ok, d'où le surnom Lamal. Exactement. Ok. Et c'est vrai que tu as dit tout à l'heure, tu as eu une enfance un peu compliquée, parce que quand tu t'es exprimé dessus. Tu as été placé en famille d'accueil assez jeune, suite à une vie de famille monoparentale, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et ta maman était obligée de travailler beaucoup pour pouvoir subvenir aux besoins de toi et ton frère. Et comment s'est passée cette expérience d'être placé en foyer? Comment est-ce que tu as vécu cette séparation avec ta maman et ta famille? Bah déjà, c'était compliqué parce que il y a eu la séparation déjà avec ma mère. Ouais. Et au-delà de ça, ils voulaient nous séparer avec mon frère. C'est-à-dire qu'à chaque famille d'accueil, puisque c'est pas toutes les familles d'accueil qui peuvent accueillir 2 enfants. Exactement. Donc à chaque fois, on allait en foyer, après ils nous ramenaient moi en famille d'accueil, dans une famille d'accueil, mon frère dans une autre. Et moi très vite, très jeune, je l'avais compris que j'étais pas avec mon frère et déjà qu'il me séparait de ma mère et que voilà, il fallait que moi je reste avec mon grand frère. Et donc, j'avais un truc, c'est que j'insultais la famille d'accueil à chaque fois. Je faisais le fou, en fait. Tu vois, pour que la famille d'accueil dise, ah non, j'avais juste un seul mot. Bon, je sais pas, peut-être tu vas le couper ce mot-là. Mais je disais juste pute. D'accord. Je parlais même pas, je disais juste pute. À la famille d'accueil, dès que je rentrais chez elle, je disais pute. Et je m'arrêtais pas. Je m'arrêtais pas. Et le lendemain, tous les lendemains, à chaque fois, eh ben, il me ramenait au foyer, il disait, il est intenable cet enfant.
truc. Et le jour où ils ont compris, ils nous ont mis dans une famille d'accueil, mon frère et moi. Et là, j'étais un ange. J'ai arrêté d'insulter et tout. D'accord. C'était dans le but de pouvoir être avec ton frère, c'est ça? Exactement. Et du coup, t'as quelle position? Tu es le premier ou le dernier? Je suis le dernier. Le dernier, d'accord. Ouais, d'accord, t'es petit frère. Ouais. D'accord. Vous êtes que deux frères et sœurs? Ouais, j'ai des demi-frères, après aussi des demi-sœurs. Ok. Mais j'ai grandi vraiment qu'avec mon vrai frère. Ok. Ouais. J'ai pu lire aussi une anecdote assez intéressante, assez folle même. Tu racontes qu'un jour tu étais dans les transports avec ta maman et toi et ton frère, je crois que vous chahutiez dans le bus ou dans le métro, je ne sais plus. Et ta maman fait la rencontre d'une dame blanche qui évidemment se plaint qu'elle cherche du travail. Cette dame lui trouve du travail. C'est le cas? Ouais, tu peux raconter un peu, ce que je sais que c'était assez intéressant pour le coup, cette anecdote. En étant en famille d'accueil, il faut savoir qu'un jour, nous on rentrait chez notre mère une fois tous les 15 jours. Et une fois, je me souviens, ma mère, pendant un moment, elle habitait à Trappes aussi. Et j'étais rentré avec ma mère dans cet appartement et le propriétaire, il avait changé la serrure. D'accord. Parce que elle n'avait pas payé le loyer, elle n'avait pas payé le loyer, quoi. Donc elle était venue me chercher, on est arrivé, on ne pouvait pas rentrer chez elle. Et je me souviens, le monsieur, il avait un bar, on est descendu dans le bar. Et à l'époque, on fumait dans les bars. Moi, j'étais petit, tu vois. Je vois des gens fumer, je vois un berger allemand super énorme, tout ça. Et ma mère, elle rentre, elle voit le propriétaire, elle lui dit, voilà, je suis avec mon fils, s'il te plaît, laisse-moi au moins rentrer ce week-end-là et truc. Il lui a dit, je m'en fous. Et on a dormi ce soir-là dans une laverie, je m'en souviendrai toute ma vie. Il nous a laissés à la rue. Et donc, voilà, ensuite, un jour, on est dans les transports avec mon frère. Et en fait, on ne se chamaillait pas, on jouait. On était en train de jouer avec des figurines, des bonhommes. Et il y a une petite blanche, une petite qui vient et qui veut jouer avec nous. Donc nous, on accepte de jouer avec elle. Et de là, donc ma mère est amenée à parler avec la mère de cette petite blanche. Et de là, elle raconte un peu ses problèmes, sa vie. Tu connais les femmes, hein. Ça raconte un peu ses problèmes. Et la femme lui dit, ouais, vous cherchez du travail dans quoi? Elle dit, femme de ménage, peu importe. Et elle dit, ça tombe bien, ma sœur, elle vient d'ouvrir une société de nettoyage. Et elle cherche justement des femmes de ménage. Donc ma mère a pris son numéro, ils sont échangés, ma mère a fait son entretien. Au final, elle a été prise, elle a travaillé pour cette dame pendant peut-être 30 ans ou plusieurs années. Et en vrai, j'ai toujours dit, c'est un autre message aussi que je dis, c'est qu'il y a les deux côtés. Il y a le côté de la famille blanche qui se dit, il n'y a pas de différence, tu peux aller jouer avec des noirs, deux noirs qui sont là, truc. Et il y a de notre côté aussi où le partage. Ouais. C'est pas parce qu'une personne qui vient et qui veut jouer avec toi, accepte-la parce que tu sais pas ce qu'elle peut te donner. Et en vrai, c'est cette rencontre-là. Si peut-être mon frère et moi, on n'avait pas accepté de jouer avec cette petite fille, et ben ma mère, elle n'aurait pas été amenée à discuter. Et grâce à ça, elle a réussi à trouver du travail. Et grâce à ça, elle a réussi à nous récupérer après. Mais ce qui est beau dans le message que tu véhicules, c'est que du coup, cette ouverture d'esprit que tu prônes à travers tes émissions, à travers ton parcours, est-ce qu'elle n'est pas née ce jour-là? Ouais, c'est fort possible. Fort possible? C'est fort possible parce que... Après, je pense que c'est dans le subconscient parce que c'est ma mère qui me l'a rappelé cet épisode-là, je m'en souvenais plus. Okay. Et c'est ma mère qui m'a dit, tu sais comment je vous ai récupéré avec ton frère, tout, nani? Je lui ai dit non, et elle m'a raconté cette anecdote et moi-même je l'avais oublié. Et c'est là où ça m'a touché vraiment et je me suis dit, ah ouais, quand même, la vie c'est pas... Rien n'est anodin en fait. Je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, quand ta mère te l'a raconté à nouveau, comment tu t'es senti suite à ce rappel-là, à cette période de ta vie? Déjà, tu as quel âge quand tu l'as rappelé sans indiscrétion? Et comment tu t'es senti après cet échange? Je sais que les échanges avec les mamans sont particuliers, surtout quand on vit des périodes un peu compliquées. Comment tu t'es senti après ça? Elle me l'a rappelé quand je suis sorti de prison. D'accord, encore plus particulier. Ouais, c'était un moment compliqué, elle venait au parloir. Bon. Mais quand je suis sorti de prison, elle m'a rappelé, elle m'a dit... Parce que avec mon frère, on lui a quand même fait endurer beaucoup de choses difficiles. On a vécu pas mal de choses difficiles avec mon frère. Et on ne s'en rend pas compte. Mais les parents, pour nous, voilà, on fait des choses, on les assume, mais les parents, c'est plus difficile pour eux. Et quand elle me raconte ça, ça m'a ému. Ça m'a touché. Je me suis dit, ah ouais, la vie quand même... Parce qu'elle me raconte un moment où c'est dur, tu vois. Et je me dis, ah quand même, on a fait souffrir nos darons. Elle venait, parce que tu disais bien qu'on était à Creil. C'est ça. Elle habitait dans le 78. À l'opposé. Et 78, mais des fois on habitait dans un foyer. Ouais. Ma mère, foyer, tu sais, foyer... un quotrin. Exactement. Que des fois, on allait dans les foyers, des fois, on n'avait pas vraiment de logement fixe. Donc, des fois, elle habitait dans Paris, elle venait jusqu'à dans le 60, elle avait véhiculé. Donc, elle venait en train. Après, elle devait nous déposer le dimanche. Le lundi, elle travaillait à 6 h du matin. C'était difficile pour elle. Et en fait, quand elle m'a dit ça, j'étais content et j'étais fier. Je me suis dit, c'est un peu quand même grâce à nous
qu'on a pu, Exactement, je vois. tu vois, Vous que avez ma mère a pu, eu cette satisfaction de pouvoir récupérer ses Mhm. enfants indirectement, tu vois. Exactement. Donc c'était quand même une fierté, quoi. Mais c'est vrai que c'est assez particulier et j'ai vu aussi à travers ton parcours que tu as subi un accident étant plus jeune, un accident en jouant chez ta famille d'accueil, ou non, chez ta maman. Tu étais gardé, si je ne me trompe pas, Ouais. par une dame, par une tante. Hein, C'est ça. et tu as subi un accident qui a aussi accéléré un placement en foyer par la suite, une brûlure. C'est ça, ouais. Mm. Ouais, en fait, ma mère, elle m'a laissé garder chez une nourrice. Ouais. Mais la nourrice, tu connais, hein, c'est sa copine, voilà, c'est la famille. Et elle n'avait pas les papiers, on va dire, de nourrice, etc. Et on est en France, il faut avoir des diplômes. Elle n'était pas en règle, des c'est trucs, ça. elle n'était pas en règle. Mhm. Donc elle est partie faire les courses et son fils, en fait, il m'a posé sur un radiateur brûlant. Donc, En jouant ou vous vous disputiez? Non, il m'a posé dessus comme ça, en fait. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, c'est quelle raison. Ok. Mais il m'a posé dessus. Et en fait, même là, actuellement, j'ai des brûlures derrière les cuisses, en fait. D'accord. Devant les cuisses et derrière les cuisses, je suis brûlé. Hein. Ah ouais. Même actuellement, tu vois. Et donc là, les pompiers sont arrivés, brûlure, opération, etc., etc. Et après, ils ont dit, ils ont vu que ma mère était en situation irrégulière, elle n'avait pas de travail, etc. Rappelle-moi, pardon, t'es quelle origine? Je suis haïtien. Haïtienne d'origine. Ta maman, ils sont venus d'Haïti directement, Ouais. d'accord, en France, et du coup, problème de papier, régulation. Et elle est venue, tu sais quoi, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit. Tiens, super, sous le bois on peut se confier. Vas-y. Ouais, je vais te dire un truc que j'ai jamais dit. Il faut savoir que ma mère, quand elle est arrivée ici, elle a accouché de mon frère et de moi. Elle était en situation irrégulière, donc elle a accouché sous le nom de ma tante. D'accord. Sous le nom de sa sœur. D'accord. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, j'avais pas le nom de ma mère, mais le nom de ma tante. D'accord. Ma tante qui vit aux États-Unis. D'accord. Donc en vrai, j'ai dû changer mon nom ici en France après avec le temps. J'ai dû changer mon nom avec le temps parce que j'avais le nom de ma tante. Des attentes. Et ça fait que je ne pouvais pas faire mes papiers d'identité parce que ma tante habitait aux États-Unis, donc j'avais le nom de ma tante. Donc tout ce qui s'est passé dans ma vie, par exemple, à un moment, quand j'étais jeune, j'étais gardien de but. Je me rappelle, je suis allé au centre de formation un peu de Bordeaux, etc. Mais je ne pouvais pas faire une licence parce que je n'avais pas vraiment les papiers. C'était pas mon nom. Ok. Tu vois, donc tu avais une autre identité pour le coup. Exactement. J'avais une autre identité, c'était le nom de ma tante, donc c'était un peu compliqué pour moi de faire les papiers. Et j'ai eu mes papiers tard, en fait. Mais du coup, comment tu as fait pour récupérer ton identité, le nom de ta mère? Je sais que tes processus sont assez longs. Ouais, ça a pris énormément de temps. C'était des rendez-vous, mairie, préfecture, tu vois, tous les trucs comme ça, tu vois. Après, voilà, mais ouais, c'est la vie, franchement. C'est pour ça que je fais une série d'ailleurs, parce que ma vie, elle a vraiment été, c'est pas pour, mais vraiment, ma vie, elle a vraiment été pas de tout repos. Hein. Franchement, ça a été compliqué, que ce soit depuis le départ, comme aujourd'hui, comme après, comme incroyable. Mais ce qui est beau dans ton parcours, Lamal, malgré les difficultés, c'est que tu es un homme résilient, qui essaie d'être toujours debout, qui est toujours debout d'une manière. Et je le vois à travers déjà cette première partie de ton enfance, on voit qu'il y a après un jeune homme qui est en colère. D'où les bêtises, qui est contre le système, parce que tu te trouves séparé de tes parents, de ta maman, tu es tout seul, tu n'as pas le même nom qu'elle. J'ai l'impression que c'est un homme qui est en quête d'identité et qui est en colère contre le système. Est-ce que tu penses que c'est ce facteur social aussi qui a amené à ce que tu passes par la case prison, que tu te retrouves à faire des bêtises d'une plus grande envergure, on appelle ça bêtise, bêtise, on va pas minimiser, mais se retrouver hors la loi jusqu'à aller en prison? Ouais, ça a dû jouer, je pense, parce que c'est compliqué. En fait, quand depuis petit, tu vois des choses, et c'est là où, en vrai, je rejoins un peu la France, des fois, quand ils disent « Ouais, il a eu une enfance compliquée, c'est peut-être pour ça qu'il a un peu dérivé dans les... » Je le comprends un peu parce que je pense que quand tu vois des choses, quand tu es jeune, terribles, tout ça, ça te forge. Et pour toi, après, même quelque chose de grand, c'est petit. D'accord. C'est-à-dire qu'une grande bêtise, pour moi, je vais minimiser. Je vais dire, c'est rien, j'ai vu ça. J'ai vécu pire. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Et même souvent, quand on me demande, t'as pas le stress quand que ce soit tu fais des interviews ou quand tu montes sur scène ou autre, je dis, mais j'ai eu des trucs dans ma vie, frère, du stress où il y avait la police derrière moi, j'étais chargé, où il y avait... Alors crois-moi, ça, monter sur scène, c'est un plaisir. Je peux pas avoir du stress. Ok. Tu vois? Ok. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que je pense que ça a joué... je vais pas dire une haine contre le système, mais voilà, c'était plus une quête contre essayer de s'en sortir. J'ai vécu vraiment des choses compliquées. Voilà, j'ai dormi dehors une soirée. Hein. Je ne vais pas faire le... Mais voilà, on a dormi dans une laverie. Voilà, c'est ça. Ça marque les esprits quand même, voilà, ça. se dire,
Plus jamais. Plus Ouais. jamais. Ouais. Et de là, du coup, tu passes de petits larcins, de vol de Game Boy, vélo, à un trafic de stupéfiants international. Je sais que tu en parles un peu avec beaucoup de retenue aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose dont tu es fier. Et avec des trafics de stupéfiants. La première fois que tu te retrouves au commissariat, parce que notamment on t'arrête la première fois, comment réagit ta maman? La première fois, elle vient te chercher, on dit que son fils s'est arrêté pour des trafics. En vrai, la première fois, déjà, je me suis dit, ça va être chaud pour moi parce que la première fois que j'ai vu ma mère aller dans un commissariat, c'était parce que mon frère avait volé à Carrefour. D'accord. Il s'était fait attraper. Et quand elle a été le chercher, j'étais là. Il s'est mangé une teutard. Et je me suis dit, quand il va rentrer, il est mort. Bref, elle nous a défoncé. Enfin, pas moi. Ce jour-là, j'ai été épargné. T'as été épargné. Et je me suis dit, et le jour où moi, je me suis fait attraper et je suis allé au commissariat, moi, il faut savoir que mon surnom la malle, vraiment, je le porte vraiment bien. Jusqu'au jour où ils m'ont vraiment attrapé, là, ils m'ont pu lâcher. Mais je me suis toujours sorti des situations compliquées. C'est-à-dire que je me faisais courser par la police en moto, à pied. Je faisais plein de choses. Ils m'ont presque jamais attrapé. C'est-à-dire même en flagrant délit, on se faisait courser. Ils m'ont jamais attrapé. J'arrivais toujours à me faire la malle. Sauf un jour, la première fois que je me fais attraper, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est pour défaut de permis. D'accord. Depuis petit, je conduis sans permis, depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, on va dire. Je conduis sans permis. La première fois ils m'ont attrapé, c'était pour défaut de permis. Donc j'étais quand même assez vieux, j'avais 16 ans, tu vois. Donc ma mère, elle vient au commissariat, et c'était pas un vol, c'était un défaut de permis, tu vois. Donc en vrai, elle m'a pas trop défoncé. Donc c'est ça. Défaut de permis, et ensuite j'ai appris que tu étais tombé aussi pour trafic de stupéfiants. Ouais. C'était une de tes plus grandes peines, c'est ça? Ouais, j'ai fait 4 ans la première fois. Déjà, j'ai commencé par le vol, moi. D'accord. J'ai commencé par le vol, tu parlais de Game Boy, Ouais. j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est marrant. On mettait en situation, parce qu'il y a voler et voler. Moi, depuis petit, je me suis toujours dit, quand tu fais quelque chose, il faut essayer de le faire bien. Et je me souviens, j'avais un pote à moi qui était gros, et on kiffait la Game Boy. Color, Pokémon, etc. Donc moi, je disais quoi à mon pote? Je disais, toi, t'es gros, regarde ce qu'on fait. Moi, je sais courir, etc. Je lui dis, regarde, on va aller dans les parcs. C'est-à-dire, on allait dans les parcs et on jouait avec les petits Français qui avaient des petites Game Boy. Et on leur disait, ah, t'as quoi comme Pokémon, tout. Et moi-même, j'avais une Game Boy, tout. C'est-à-dire, nous trois, on était là. Et on jouait. Et j'arrachais les 2 Game Boy. Celle de mon pote et celle du Français. Tu vois ou pas? Je vois très bien. Je courais. Diversion. Mon pote, il me coursait, soi-disant, oh, voleur, ah, ouah. Il me coursait. On se rejoignait juste derrière le bâtiment. On rigolait, on avait pris la Game Boy du petit. On allait à Jussieu, je m'en souviens. Score game. Et on revendait la Game Boy. Et on se faisait notre petit argent comme ça. Après, on allait manger au grec, tout ça. Et, tu vois, comme ça. Et après, voilà, ça a commencé comme ça. C'est pourquoi je te dis ça, parce que j'ai toujours été minutieux, on va dire. D'accord. Parce que j'aurais pu venir au parc, voler. Tu prends et tu pars, quoi. Tais-toi, de Renoir, on est là, ferme ta bouche. Et on part, tu vois. Non, j'ai toujours été dans la subtilité. Et après, le trafic de stupes, de fil en aiguille, on commence un peu par... on commence par une barrette, 2 barrettes. Après, on commence à fournir tout là, les roses, que ce soit des kilos, etc. Après, on rentre dans un gros trafic international entre la France et la Guadeloupe, où il y a 60 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Mais alors, comment le petit gamin de Creil se retrouve dans un trafic international? C'est les rencontres? C'est quoi? Est-ce qu'on t'a incité à faire ça? Comment tu te retrouves là, en fait? Parce que c'est pas rien, un trafic international. Bah, en vrai, pour moi, c'est rien. D'accord. Mais je m'en rends compte que c'est quelque chose une fois que je me fais attraper. D'accord. Au départ, quand tu rentres là-dedans, tout vient petit à petit. C'est pour ça que je dis... Pardon. Je pense qu'aujourd'hui, les grands bandits, etc., ils sont rentrés petit à petit et ils n'ont pas vu le truc arriver. À chaque fois, c'est toujours aller plus loin, quoi. Ouais, ça monte à chaque et en fois. fait, tu vois, c'est comme si tu veux arrêter de fumer, tu n'arrêtes pas du jour au lendemain, tu diminues. Ouais. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu arrives petit à petit, tu montes les marches une par une, et après tu te retrouves dans un gros trafic international avec des grosses personnes, trucs. Mais pour toi, ça devient ton quotidien, tu sais. Pour toi, c'est normal. Et nous, on a commencé de base à rentrer d'ailleurs dans la série. Ma série, franchement, je vous invite à aller la voir parce qu'elle va être incroyable. Ça va vraiment. Elle est déjà en ligne, en fait? Non. Pas encore. Je suis en pleine Là, on est en finition d'écriture. Ok. Puisque je l'avais déjà tourné. En plus, j'aimais pas la réalisation, parce que je t'ai dit, je suis un peu minutieux. Ouais, J'aimais pas la réalisation, parce que j'avais un rendez-vous avec M6
pour te dire, tu vois, j'avais un rendez-vous avec M6 pour montrer le premier épisode. J'étais pas satisfait du premier épisode, donc j'ai annulé le rendez-vous avec M6 pour me dire, hey, on arrête, j'ai changé de réalisateur. Là, on est encore en train de peaufiner l'écriture, etc. D'ailleurs, dédicace à Ruben, parce que là, je travaille avec un gros réalisateur. Et cette série, justement, elle va être dans tous les détails du trafic international, de ma vie, etc. Et comment on a réussi et comment on est rentré dans le trafic international, comment on a fait pour faire passer ces 60 kilos de cocaïne, comment on a fait pour... Il y aura vraiment tous les détails du trafic international et comment tu rentres dans le milieu. Et après, comment tu te fais attraper et autres. Mais voilà, après, tu rentres dans le milieu, tu rentres dans le business et tu t'en rends pas compte. Mais une fois que tu te fais attraper, quand la juge... et que la police, parce que c'est l'octrice qui est venue me chercher aujourd'hui, c'est l'OFAST, donc c'est la vraie police. Et quand elle t'attrape, elle vient chez toi, cagoulée. Tu vois, on a l'habitude des petites perquisitions, la police, ils viennent cagoulés comme le GIGN, tout, 6 heures, lumière sur toi, torche. Tu te dis, oh, c'est quoi ce truc? Et quand tu arrives devant la juge et qu'elle te dit, 60 kilos de cocaïne, nanani, et que tu vois que dans ton affaire, il y a des gens qui ont tué des gens, qui ont nanani, qui ont truc, tu te dis, ah ouais, et en vrai, je ne me rendais pas compte. Mais est-ce que tu as fait ta première peine à Bois d'Arcy? Oui. Est-ce que ça t'a permis un peu de, comme tu as dit, de cogiter sur tout l'engrenage que ça a autour, c'est-à-dire les personnes qui consomment, de la production jusqu'au client final, de tous les dommages collatéraux que ça peut créer et de ton entourage, parce que comme tu as dit, tu es le petit frère de quelqu'un, tu es aussi le fils de quelqu'un, le neveu de quelqu'un, donc tu as un entourage qui tient à toi. Comment ton entourage a vécu toutes ces scènes-là, en fait? En vrai, l'égoïste, on sait très bien qu'il est un peu... l'être humain, pardon, on sait très bien qu'il est égoïste. Donc en vrai, quand tu fais ça, tu penses qu'à toi. Ouais. Tu penses à toi, ton argent, l'appât du gain. Moi, je dis souvent l'appât du gain parce que c'est la juge, je me souviens. Et j'étais jeune et je me souviens, il me dit, c'est quoi l'appât du gain? Qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois? Et en fait, j'ai compris, tu vois, c'était... Nous, ce qui nous animait, c'était ça, c'est l'appât du gain. Aujourd'hui, tu as une paire de baskets blanches qui coûte 100 €. Demain, tu veux une paire de baskets blanches, mais qui coûte 200 €, et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois, beaucoup plus. Okay. Et nous, c'était l'appât du gain qui nous animait. Et à chaque fois, on en voulait toujours plus. Toujours plus, toujours plus. C'est-à-dire, je commence 1 kilo, après j'en veux 2. J'en ai 10, j'en veux 50. J'en ai 50, j'en veux 60. Tu vois? Et quand tu te fais attraper, tu arrives en prison. Quand tu vois ta mère arriver au parloir, là, tu te dis, ah ouais, la pauvre. Tu commences à réaliser petit à petit. À travers ses yeux, tu vois qu'il y a quelque chose qui... Parce que eux, ils ont l'image de la prison dans les séries, dans les films. Très dur. Mon fils, il se fait violer. C'est ça. Sous la douche. Tu vois, il va arriver, il va se faire dégommer. Tu vois, elle a cette image-là de la prison qu'elle voit à travers les films. Elle ne sait pas comment ça se passe à l'intérieur de la prison. Mais moi, à la prison, je vis très bien. Bon, il y a des histoires, il y a des embrouilles, il y a des bagarres, il y a des trucs, mais c'est ma vie au quotidien, en fait. Donc ça ne change rien. Mais pour les parents, c'est là où tu te rends compte que c'est plus douloureux pour eux que pour nous, à l'intérieur. En tout cas, pour moi. Je ne parle pas pour les autres détenus. Pour ma part, j'ai bien vécu la prison. Mais c'est même étonnant parce que c'est même en prison que le Lamal chroniqueur commence à se révéler. Tu commences à filmer un peu ton séjour, à poster des vidéos. Et c'est là que tu commences à prendre goût, peut-être pour les médias, non? C'est par cette expérience-là? Ça, c'est durant ma 3e incarcération, la dernière, à Fresnes. Ouais, je suis en cellule et Snap, c'était en 2016 à peu près. Lancement Snap, commence à arriver, exactement. Ouais. Et on me dit, t'as pas Snap, tout? Non, moi j'étais sur Facebook, je dis, mais non, j'ai pas Snap. Il me dit, mais si. Mon co-détenu Bébert, il me dit, hey, fais un Snap, tu vas voir. Donc lui, il crée mon Snap. Et quand il me crée le Snap, je kiffe. Je me dis, wow, c'est quoi ce truc de ouf? Snap ta vie, tu rigoles. Tout. Et je snap en prison. Et de là, ça prend une ampleur incroyable. Le mec, il est en prison. Ça devient viral. Ouais. Totalement. Incroyable. Et comme je te disais tout à l'heure, tu vois, par rapport à la Game Boy, le truc minutieux, quand je fais quelque chose, j'aime bien, en tout cas, essayer de bien le faire ou toujours essayer de trouver des concepts. En prison, je regarde les reines du shopping. Ma chérie de Cordula, là. Voilà, Christina Cordula, t'es dans le thème Ma chérie, etc. Je regarde Un dîner presque parfait. Et là, je me dis, je vais faire les rois du shopping en prison. Je vais faire Un dîner presque parfait en prison. Donc je revisite les émissions de télé, mais en prison. Donc ça veut dire, j'arrive en prison, moi j'aime bien un peu les sapes, tout ça. Je me sape en truc et je dis, le thème aujourd'hui, c'est je dois me faire beau pour aller au parloir. Donc j'essaie plusieurs tenues, mes co-détenus me jugent, ah non, j'aime pas cette tenue, j'aime pas ceci, cela, cela. Les gens ils kiffent, ils se disent, putain, il y a un mec en prison, des barres de rire, il fait les rois du shopping en prison, Un dîner presque parfait en prison, je fais la cuisine, j'envoie à des gens et je dis qu'ils me notent.
Ouais, je mets une note de tente, qu'il y en a qui cassent du sucre. Non, j'aime pas, c'est fade. Ah, tu vois. Ça fait un vrai truc, quoi. Et ça crée un buzz énorme. Et il y a un maton carrément qui, vu que ça a fait du buzz, et ben il y a un maton qui tombe sur un de mes snaps. Donc il y a un surveillant de prison qui tombe sur un de mes snaps. Et il dit, mais c'est la cellule 171, ça. Et il regarde tout. Le lendemain, ils sont venus perquisitionner la cellule, tout, tac. Ils m'ont pris mes téléphones et mon truc. Et de là, j'ai compris et je me suis dit, parce que je m'entendais bien avec un surveillant. Et le surveillant, il me dit, hey, c'est un surveillant qui t'a donné, parce qu'il était dans tes snaps. Donc un conseil, change de snap et fais ça en soum-soum. Donc j'ai continué à faire les snaps, mais je les enregistrais et je filtrais en fait tous les gens, tu vois. D'accord. Et après, j'ai mis ça sur Facebook, qui a fait, la première vidéo, elle a fait plus d'1 200 000 vues. Ah ouais. Ouais, à l'époque en plus c'était énorme, tu vois. C'était énorme, j'ai fait 1 200 000 vues. Et de là, après, tous les médias me contactent. TPMP, Le Quotidien. C'est par là que tu dis, comment dire, que tu crées une relation avec TPMP, l'émission, Cyril? Non, parce que quand ils me contactent par le mail à cette époque. Et j'ai mis 3 ans à répondre aux mails, parce que je n'étais pas mail du tout. Donc il y a Le Quotidien qui me contacte. Ils viennent dans un studio, je fais l'émission, mais au final, je pense qu'elle n'a pas été diffusée, parce qu'ils s'attendaient à avoir un Google en face d'eux. D'accord. Ils s'attendaient à avoir un mec qui sort de prison, un Goliot. Ouais. Quand ils ont vu une personne assez tête sur les épaules, qui était chef d'entreprise, etc., ils ont dû se dire « Ah non, putain, on voulait se foutre de sa gueule, mais au final, ça marche pas. » Donc ils n'ont pas diffusé. Et il y a Street Press, le premier magazine qui fait... c'est grâce à Street Press, d'ailleurs, franchement, que tous les médias m'ont sollicité, en gros. Parce que c'est la première interview que j'ai faite, vraiment, c'était Street Press. Après, tous les médias m'ont sollicité. Donc TPMP... Il me sollicite, je ne réponds pas parce qu'à cette époque-là, j'étais dans un gros problème. C'était même un peu avant, je ne réponds pas parce que voilà, j'étais dans trafic de stupéfiants, etc. Mais je devais de l'argent, parce que j'en ai jamais parlé de ça. Mais pendant un moment, je devais plus de 200 000 euros. À qui, là-bas? À la rue. À la rue, ok. Voilà, c'était le business, une carotte, voilà, 200 000 euros. Ouais. Perte. J'en parle, moi je parle des choses de ma vie, de mon parcours, c'est-à-dire que je parle de la prison, je parle de la famille d'accueil, je parle de quand je devais des sous, etc. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a des gens qui sont en prison et qui se disent « Ah putain, la Mal, il est sorti, donc moi aussi je vais sortir un jour ». Il y a des gens aujourd'hui qui doivent de l'argent, que ce soit même 5 000 euros, ou 300 euros, ou 30 euros, et qui se disent « Putain, comment je vais faire pour rendre ça ?» Aujourd'hui, on me voit devant toi, ça veut dire que j'ai remboursé quand même. Sinon, je ne serais pas là. Tu vois, je pense, ouais. Tu vois. Et c'était quoi le... 300 000 euros. La prison. Et troisième, tu m'as perdu sur le troisième. Parce que c'était intéressant ce que tu disais, c'était donc de pouvoir se renouveler, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ouais, pouvoir être devant les gens, pouvoir discuter, être là. Exactement, j'ai oublié le troisième, mais bon, c'est pas grave. En gros, voilà, pourquoi je parle de ces choses-là? Parce que je sais qu'actuellement, il y a des gens qui vivent et qui sont dans des situations délicates et compliquées. Mais tout le monde peut se relever. Et la vie, elle est comme ça. Tu dois de l'argent, ne t'en fais pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est tabou un peu de dire « Ouais, je dois de l'argent, c'est honteux ». Non, t'as pas d'argent, c'est pas grave. Ça fait pas de toi un homme. C'est pas parce que t'as pas d'argent que t'es pas un homme, que t'es pas une bonne personne. Tu peux devoir de l'argent parce que t'as une situation délicate et compliquée dans ta vie, mais t'inquiète pas. Avec le temps, voilà, tu vas réussir à trouver une solution, mais voilà, faut pas que tu restes affalé sur ton canapé. Exactement. Faut que tu te lèves, tu te dises voilà, il faut que je trouve une solution. Mais Lamal, moi je sais que quand j'avais annoncé aux équipes que j'allais t'avoir, ou même aux personnes qu'on a sondées un peu de côté sans trop en parler de cette première émission que je fais avec toi, les gens m'ont dit, fais attention, Lamal, il glorifie un peu la prison. Comme si, en fait, quand on passe par la prison et que c'est facile, après, on peut faire ci, on peut faire ça. Mais ça, toi, tu as un talent qui est en toi, que tu as pu te renouveler. D'autres personnes ne l'ont pas, ils passent par la case prison et ne s'en sortent pas. Comment tu réagis face à cette critique-là, en gros, je glorifie mon passé de prisonnier, de vendeur de drogue, et que, en gros, c'est easy. Comment tu réponds à ça? Voilà, comme je le dis, je suis pas fier, on va dire, d'avoir fait de la prison. Ça fait partie de ma vie et de mon parcours. Et moi, je suis quelqu'un qui parle français. Donc, demain, il n'y a aucune chose qui va sortir sur la Mal que tu ne sais pas déjà. La Mal, il a fait de la prison, TPMP, truc.
Valérie Pécresse, tu es déjà au courant. Bien sûr. Tu peux pas m'attaquer sur un truc, tu sais, style que j'ai caché. Tu caches. Oh, il a caché ça. Ah, au fait, tu étais un ancien prisonnier. Ouais, bah, je l'ai toujours dit, si tu regardais mes interviews, t'inquiète pas. Mais ça veut pas dire que je la glorifie. Ça veut dire que c'est mon passé. Je ne cache pas et je ne nie pas mon passé. C'est comme une personne, demain, qui peut avoir plusieurs relations avec des femmes ou des trucs, dans l'année, et qui se met avec une femme qui lui a caché. Sa femme, elle va peut-être lui reprocher. Mais tu m'as pas dit que tu sortais avec elle. Mais si tu lui avais dit, je m'en suis jamais caché. Tu peux m'attaquer sur quoi? Sur rien. Et aujourd'hui, je parle de la prison. Comme je t'ai dit, c'est pas glorifier. Ouais, c'est ça, glorifier la prison, glorifier ce passage en prison. Mais ouais. c'est à l'heure actuelle, j'ai des amis à moi qui sont en prison. Il y a des gens qui sont en prison. Il ne faut pas être égoïste et il faut penser à ces gens-là et leur dire, hey, aujourd'hui, tu es en prison. Regarde la malle. Il a été en prison. Dans ta situation, il y était. Et aujourd'hui, tu le vois peut-être à la radio, tu le vois peut-être à la télé, tu le vois peut-être dans les médias. Chef d'entreprise, il s'en est sorti un peu. Donc toi aussi, tu peux t'en sortir. Les gens de la famille d'accueil, foyer. Voilà, le deuxième truc, le troisième truc, c'était ça. C'était foyer, famille d'accueil. J'en parle souvent parce qu'il y a des gens actuellement qui sont dans ces situations-là. Et je pense qu'il faut rendre hommage aux familles d'accueil aussi, aux gens, aux associations qui œuvrent bien sûr. Pour, on va dire, pour élever, tu vois, pour élever des enfants comme nous, qui sont en situation délicate. Si, on va dire, il n'y avait pas eu cette famille d'accueil, aujourd'hui... c'est parce que tu serais devenu, ton parcours serait différent. Si j'avais pas été en prison, mon parcours, il aurait été différent. Peut-être j'aurais pas compris la vie. Peut-être j'aurais été encore un mec bête qui serait encore dans les trafics de stupes. Tu dirais que la prison t'a enseigné des choses? Bien sûr. Et quel est le premier enseignement que tu tires de la prison, la malle? La patience. La patience? D'accord. La patience est une vertu, comme on dit, et c'est vraiment vrai. Tout vient à un point à qui sait attendre. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens aussi. Et c'est la vérité. C'est-à-dire que avant, mon frère, il me considérait comme un braqueur de banque. Il m'appelait braqueur de banque. Pourquoi? Braqueur de banque, c'est il rentre dans la banque, il prend l'argent, il s'en va. Il disait, toi, tu veux tout et tout de suite. Il est là, ton problème. Et c'est vrai qu'avec le temps, je me suis dit, ah ouais. Comme on dit souvent, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc, petit à petit, les marches. Et après, une fois que tu es... Tu vois, quand tu montes les marches, exactement, tu t'es solidifié, tu sais pourquoi? Parce que ça t'a musclé. Ça t'a fortifié les genoux. Tu vois? C'est ça. Et une fois que tu es en haut, t'inquiète pas, tu vas pas retomber parce que tu es fort, tu es solide. C'est ces mêmes marches-là qui t'ont aujourd'hui poussé à être un entrepreneur à succès, c'est-à-dire avoir des restaurants sur les Champs-Élysées, avoir plusieurs business différents. C'est ça qui t'a donné cette force-là, cette patience, cette intelligence de pouvoir se renouveler aussi dans la restauration? C'est se pousser dans la restauration, c'est que moi, de base, comme je t'ai dit, je voulais pas travailler pour quelqu'un. Je voulais pas travailler pour quelqu'un, c'était ma hantise, on va dire. Et je reconnais mes qualités et mes défauts. Et ma meilleure qualité, d'ailleurs, c'est de reconnaître mes défauts. Et je sais que je suis un flemmard. Quand je dis flemmard, c'est que je suis un bosseur. C'est paradoxal ce que je vais dire. Je suis un bosseur dans ce que j'aime, mais je suis un flemmard dans... par exemple, mon rêve, c'est de faire du cinéma. Tu vois, je rêverais d'être à l'écran. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de Will Smith. Exactement. Off, tu vois. Mon rêve, ça serait d'être Will Smith, tu vois, en mode hitch, un peu, tu vois. Un peu je vois. Mais, je vais pas me mentir, je suis un flemmard parce que je ferai jamais de casting de ma vie. D'accord. Et tu travailles pas ton acting aussi? Voilà, je vois. Faire des castings, faire 20 000 heures de queue, non merci. Par contre, si je veux être acteur de cinéma, qu'est-ce que je fais? Je fais ma propre série. Et si j'arrive à jouer un bon rôle dedans, peut-être qu'il y aura un réalisateur qui va s'intéresser à la malle et qui va se dire, ah, j'ai bien aimé comment il a joué dans sa série, je te veux pour ce rôle-là. Ça va. En fait, tout problème a sa solution, tu vois. Totalement. Et aujourd'hui, je voulais pas travailler pour quelqu'un, donc je me suis dit, il faut que je travaille quand même. Donc il faut que je fasse mes propres choses, mes propres restaurants, et au moins comme ça... je serais tranquille. Mais la malle, tu sais qu'il y a toujours quelque chose qui plane. On dit la malle a des restaurants. Tu sais, quand on parle de la malle, Pisterol a des restaurants, la malle Génération a des restaurants. Combien de restaurants tu as? Ou est-ce que aujourd'hui je peux aller manger chez la malle? Je veux dire, là je suis allé chez la malle, j'ai mangé. Donne-moi une adresse où je peux aller manger, me disant que j'ai bien mangé chez la malle, ou c'est quelque chose chez la malle. Est-ce que je peux être au courant de ça? Parce que c'est vrai qu'on se dit ça souvent. Actuellement, j'en ai 2. D'accord. Au Luxe Paris, 73 bis avenue de Wagram. Ok. Et Beguelway, sur Paris, 13 avenue de la Grande Armée. Ok.
Donc je vous invite à aller, Super, aller manger. j'irai dans le week-end, je suis sur Paris, donc j'irai profiter. Voilà, allez, tu vas goûter, tu vas kiffer. Mais il faut savoir que le restaurant au Luxe Paris, à Avenue Wagram, aujourd'hui, je suis actuellement en travaux D'accord. parce que j'ai une fermeture administrative. Pourquoi je t'en parle? Parce que mon restaurant, il est dans le même bâtiment que Dominique Perben. Je ne sais pas si tu vois Non, c'est qui, qui peut-être ancien ministre, etc. Ah ouais, de quel gouvernement? Hollande, chez Non, Chirac, je ne me souviens plus D'accord, exactement, ok. mais c'était un ministre, laisse tomber. D'accord. Et quand il a vu un noir et un arabe, parce que mon associé c'est un arabe, un noir et un arabe en bas de chez lui, il a appelé la préfecture, la mairie, la truc, ça. Il a compliqué la vie. Tous les jours, on a des contrôles, hein, il faut savoir. D'accord. On a des contrôles. Donc là, ils ont réussi à nous fermer 5 mois. On a une fermeture administrative de 5 mois, tu vois. C'est long. 5 mois, tu dois payer le loyer pendant 5 mois, etc. Et ça tourne pas, quoi. Ouais. Voilà. Mais en même temps, on en profite pour faire des travaux, etc. etc. Donc voilà, mais tout ça pour dire que quand les gens comme nous arrivent dans les beaux quartiers, forcément, on est épiés de toutes pièces à un truc et ils parlent même de drogue, tu vois. D'accord. Moi, par exemple, il y a une voisine, un jour, elle a fait un scandale. Elle a dit, ouais, vous vendez de la drogue. Mais je suis animateur radio, tu me parles des vendeurs de drogue. Je comprends pas, là. Ah oui, non. C'est dommage, mais ils ont tout de suite cette image-là. D'accord. Et donc là, il est en travaux. Ouais. Et donc du coup, une réouverture est prévue pour quand? Franchement, tu sais, j'ai pas de date exacte parce que j'espère quand même le plus vite possible. Le plus vite possible parce que, comme je t'ai dit, moi, tout est minutieux. J'aime bien, là, il y a une fermeture, tu vois, administrative. Je veux pas qu'un client qui connaissait cet endroit-là, il revient, il revoit le même. La même chose, d'accord. Tu veux la nouveauté. J'ai envie qu'ils reviennent et qu'ils se disent, ah ouais, vous avez peut-être fermé 5 mois, un truc, mais là, waouh. Tu vois. Ok. Donc, je suis vraiment là dans le truc de... Voilà. Ok. Ben Lamal, merci pour cette interview. Merci à toi. Moi, je vais te poser une dernière question, Lamal, avant de passer à une autre séquence de notre interview. Qu'est-ce que le Lamal d'aujourd'hui, le chef d'entreprise, de restaurant, le chroniqueur, dirait à ce jeune qui se retrouve en foyer d'accueil? Quel conseil tu lui donnerais à ce jeune qui est impatient de goûter la vie et de croquer la vie à pleines dents, plutôt, je dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Rien n'est impossible. Si tu crois en toi, tu vas réussir. Et réussir, ça ne veut pas dire être devant les caméras, comme on disait tout à l'heure, voilà, tu as ton équipe technique derrière toi qui est là et truc. Ça ne veut pas dire, voilà, lui aussi, il a réussi dans son travail, dans son truc, tu vois. Donc réussir, ça ne veut pas dire être au devant de la scène, être artiste, tu peux être manager, tu peux être producteur, tu peux être attaché de presse. Réussir, c'est-à-dire même réussir juste ta vie, tu vois. Avoir des enfants, construire une famille, tu vois. Il y a plein de choses. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout vient à un point à qui sait attendre, mais il ne faut pas oublier, parce que je suis un adepte des fables de La Fontaine, la cigale et la fourmi, il faut travailler quand même. Travailler, Il faut d'accord. arrêter de, tu vois, il faut vraiment travailler, parce que y a des gens, tu vois, bon, moi je m'habille en costume, tout ça, ça peut m'arriver souvent, mais je dis, l'habit ne fait pas le patrimoine. Et l'habit ne fait pas le patrimoine parce que tu peux voir une personne en costume, mais qui reste locataire. Exactement. Tu vois. Totalement. Et tu peux voir une personne maintenant en survêtement qui est propriétaire. Totalement. Le plusieurs biens, totalement. Donc en vrai, ne lâche pas, sois patient, travaille dur, travaille même peut-être 2 fois plus que les autres. Mais quoi qu'il arrive, l'objectif que tu as en tête, je te jure que tu vas l'atteindre. Si tu lâches pas et que tu es vraiment focalisé dessus, je peux même mettre là tout de suite mes mains à couper, que demain toi-même tu as un objectif et tu te focalises dessus, je te jure que tu vas l'atteindre. D'accord. Donc c'est ce que tu te diras à toi, plus jeune, de patienter, de travailler. Ouais. Et d'avoir la tête sur les épaules. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis en train d'arriver à ce que j'ai envie d'arriver. Donc, je suis pas encore arrivé là où je voulais être, tu vois. Mais t'es en chemin. Je suis en chemin. Ouais. D'accord. Donc, on travaille pour. Super. Merci beaucoup, Lamal. Merci à toi. Lamal, en suivant ton parcours, j'ai remarqué que tu es un grand fan de football. Ouais. Je te propose de passer à la séquence dos, bas, bas. On va se mettre dos à dos. Je vais te poser des questions et le but, c'est que tu puisses me répondre de manière assez instinctive à une série de questions qui tournent autour du foot. Parfait. Ça te va? Ça me va. Super, Lamal. Merci beaucoup. Top, Lamal. On part pour une série de questions, foot de rue. Alors, si tu étais un joueur, Ouais. lequel tu serais? Suarez. Si tu étais une action de but, Suarez encore face au Ghana. J'aurais mis la main. t'as remis la main? Ouais. Si tu étais un but, Un but. Zidane. lequel?
contre Real de Madrid. La reprise? Ouais. Si tu étais un geste technique? Les passements de jambes de Ronaldo. Lequel, CR7 ou R9? Non, le R9, le vrai. R9, le vrai? Ouais. Si tu étais un geste technique? Un geste technique? Ouais. Passement de jambes. Passement de jambes? Technique pour moi. D'accord, geste technique, ok, ok. Si tu étais un stade? Aïe, 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 aïe. C'est dur parce que soit c'est mes stades préférés ou mes équipes préférées ou... Highbury. Highbury, ok. Si tu étais un club, du coup? Non, tu sais quoi, je vais changer le stade. Je vais dire celui de Liverpool quand même. Liverpool? Ouais, ok. Liverpool. Anfield? Ouais, Anfield Road. Ok. Si tu étais un club, alors? Arsenal. Arsenal? Ouais. Si tu étais président de la FIFA, quelle action tu mettrais en place directement? Ah, bonne question. Franchement, très bonne question. Très bonne question. J'aurais enlevé le fair play financier peut-être. Fair play financier? Ouais, ok. j'aurais enlevé. Si tu étais Didier Deschamps, quel joueur tu sélectionnerais pour l'équipe de France? Benzema? Benzé, le retour? Ouais, le sûr, à 100 000 %. Si tu étais Zinedine Zidane, tu rentrais où l'année prochaine? Paris Saint-Germain. PSG? Ouais. Et si tu étais Mbappé, tu resterais au PSG ou tu partirais au Real? Je resterai au PSG. Tu resterais au PSG? Ouais. Ok. Si tu étais Nasser El Khelaifi, tu ferais quoi de Neymar et de Ramos? Je les garde. Tu les gardes? Ouais. Et Lionel Messi, finalement? Je le garde. Tu le gardes aussi, tu gardes le trio. Ouais. Si tu avais le choix de jouer pour Haïti ou la France, quel serait ton choix? Pour répondre à Nasser, j'aurais pris des autres joueurs aussi au milieu de terrain. Parce qu'au milieu de terrain, c'est ce qui manque au PSG. Tu reviens sur Nasser? Pour moi, c'est pas Messi, Neymar, c'est le milieu de terrain. Haïti ou la France? Ouais. La France. La France? Ouais, bah oui, parce que j'aurais joué toutes les grosses compétitions avec l'Haïti, on va pas se mentir. Moi, je suis quelqu'un qui parle français. Et du coup, si tu étais joueur, quel serait ton poste de rêve? Attaquant. Attaquant? Marquer un but à la 94e minute, finale de Coupe du Monde. Le stade t'applaudit. Merci. Merci Lamal pour cette interview, merci pour la réponse de tes questions. Comme dit, on est dos à dos autour du Baobab. C'est comme ça que notre interview se termine. Sache que le Baobab est toujours ouvert. Et merci pour ta franchise Lamal. Merci à toi, merci. Merci beaucoup.